Bonjour et bienvenue dans le 15e épisode du podcast Journal d'endurance. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Morgane Chambour, vétérinaire équin et chirurgienne au parcours international. Au fil de sa carrière, elle a exercé dans de nombreux contextes à travers le monde, collaboré avec la FEI, notamment sur le développement du test d'hyposensibilité, et est aujourd'hui professeure à l'école vétérinaire de Montréal. Son expertise et sa vision globale font d'elle l'interlocutrice idéale pour aborder un sujet aussi complexe que sensible, le dopage dans le sport équestre, et plus particulièrement en endurance. Ensemble, nous avons tenté d'explorer les limites de l'optimisation médicale, les dérives possibles et les dangers bien réels du dopage. Cet épisode passionnant est aussi l'occasion de réfléchir à ce qui fait la longévité d'un cheval athlète entre bien-être équin et performance durable. Un épisode riche et très instructif que je suis ravie de vous proposer avec le soutien d'Equitrade Immobilier, que je remercie de nouveau pour leur confiance. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Dr Chambour, merci beaucoup de prendre du temps pour cette interview. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et nous raconter comment est-ce que vous êtes arrivé à l'endurance? Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis vétérinaire. J'ai toujours été attirée par les chevaux. J'ai monté à cheval depuis un âge assez jeune. À l'origine, je ne m'intéressais pas du tout à l'endurance. Je faisais du concours complet essentiellement. Et puis j'y suis venue de façon indirecte parce que le cheval que je montais n'était pas du tout bon, concours complet, mais avait de très bonnes origines d'endurance. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la discipline et puis j'avoue que j'ai été charmée par le côté extrêmement sportif et les aspects particulièrement développés de l'entraînement du cheval. C'est-à-dire que pour moi, par rapport aux autres disciplines équestres, c'est probablement celle qui se rapproche le plus du concours complet parce que le cavalier doit maîtriser tous les aspects de l'entraînement et de l'entretien de son cheval. Donc on est très proche de son cheval, on passe beaucoup d'heures avec lui et il faut avoir de très bonnes connaissances en physiologie, en alimentation, en ferrure pour pouvoir réussir. Donc je trouve que c'est une discipline qui met vraiment en avant le couple cheval-cavalier, ou en tout cas qui le faisait dans la plupart des circonstances. Donc je suis vétérinaire équin, je me suis spécialisée en chirurgie. J'ai travaillé aux Émirats Arabes Unis pendant 10 ans et j'ai récemment accepté un poste de professeur à l'Université de Montréal où je travaille actuellement. Donc vous avez eu un peu toutes les casquettes qu'on peut avoir, donc et cavalière, et vétérinaire, et professeur. J'ai essayé un petit peu, pas avec un très grand succès, mais j'ai été aussi assez attirée par le côté amélioration génétique. J'ai fait partie de la commission étalon de l'Association française du cheval arabe pendant de nombreuses années, la commission évaluation de la performance. Il y a un côté vraiment très génétique dans la performance en endurance qui est assez intéressante, probablement plus que dans d'autres disciplines également. Donc oui, j'ai pu voir un petit peu tous les côtés, puis je trouve que c'est très important parce qu'on a tendance à voir uniquement notre point de vue, soit de cavalier, soit d'éleveur, soit de vétérinaire, de juge FEI. Et le fait d'avoir pu avoir un petit peu toutes les casquettes, le fait d'avoir pu expérimenter tous les aspects de l'endurance, de la production du cheval, à son entraînement, à sa mise en valeur, avoir monté, avoir été juge, avoir été vétérinaire traitant, vétérinaire de ligne, me permet d'avoir une vision assez globale et de comprendre aussi les enjeux de chaque participant. Ce qui, je pense, est très important. Chacun a tendance à ne voir que sa portion. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup d'ouverture d'esprit pour comprendre quels sont les enjeux pour chaque participant de cette belle discipline et réussir un petit peu à trouver un compromis pour que tout le monde y trouve ce qu'il recherche sans compromettre l'intégrité physique du cheval. Et vous avez aussi travaillé un petit peu pour la FEI en tant que vétérinaire? Oui, je suis vétérinaire FEI depuis un petit moment et lorsque j'étais aux Émirats Arabes Unis, j'ai développé une technique de détection de l'hyposensibilité qui a été publiée, qui ensuite a été reprise par la FEI pour développer un test qui est utilisé actuellement sur les compétitions. Ok, super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a plein de choses à se dire. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez nous raconter plein de choses. Je voulais aborder avec vous le sujet du dopage. Bon, c'est un sujet qu'on voit dans toutes les disciplines sportives, chez les humains bien sûr, mais aussi dans le sport équestre. Aujourd'hui, on va parler surtout d'endurance, mais on pourra aussi généraliser probablement ce que vous nous direz à d'autres disciplines.
Peut-être que ça amènera d'autres cavaliers à nous écouter. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner une petite définition du dopage? Je pense que c'est un sujet qui est très délicat. Le dopage, c'est probablement, une, un ensemble d'éléments qui permettent, d'augmenter la performance d'un cheval au-delà de ce qu'il serait capable de donner naturellement. Donc le dopage s'étend depuis l'administration de substances, ce à quoi on pense le plus rapidement, à l'utilisation de techniques qui vont soit augmenter, leur sensibilité, par exemple pour les chevaux de CSO, de façon à ce qu'ils ne touchent pas les barres, diminuer leur sensibilité pour qu'ils ne boitent pas, modifier leur comportement, d'une façon ou d'une autre en fonction de la discipline. Donc le dopage, c'est non seulement chimique, mais également comportemental. C'est la limite est toujours très floue et les sensibilités sont différentes d'une discipline à l'autre, mais également d'un pays à l'autre et le fait d'avoir travaillé sur 3 continents m'a permis de découvrir aussi que la sensibilité vis-à-vis du dopage est différente suivant les populations. Et il ne faut pas non plus ostraciser une discipline ou une population par rapport à une autre parce qu'on vit avec nos propres expériences et notre propre culture et elle est forcément très différente d'un pays à l'autre. Pour donner un exemple, je donne le cours sur le dopage, à mes étudiants et leur sensibilité est complètement différente de celle, des étudiants européens pour une bonne raison, c'est qu'au Canada et aux États-Unis, les anti-inflammatoires sont autorisés dans certaines limites d'utilisation et de dosage et donc, les mentalités sont différentes. Un propriétaire de cheval nord-américain estime que l'utilisation raisonnée d'anti-inflammatoires est tout à fait acceptable en compétition et ne constitue pas un dopage. Donc vous voyez qu'en fonction des endroits, la limite et le curseur va être posé de façon différente, ce qui pose un problème aussi dans l'homogénéisation, de l'utilisation des différentes substances, au niveau international et c'est là que la FEI rentre en compte et aura probablement de plus en plus de difficultés à faire comprendre les différences entre les réglementations internationales et les réglementations nationales. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que lorsqu'un vétérinaire ou un entraîneur ou un cavalier choisit d'administrer une substance, qu'est-ce qu'il va rechercher? Évidemment, ça doit dépendre de la discipline. Quels sont, on va dire, les principaux agents dopants qui sont utilisés? C'est évidemment très différent d'une discipline à l'autre et puis je pense qu'il faut, faire la différence entre les disciplines qui sont techniques et les disciplines qui sont plus précisément physiologiques. C'est-à-dire que dans les disciplines techniques comme, par exemple, le dressage ou le saut d'obstacle, on ne va pas pouvoir faire d'un mauvais cheval un bon cheval. Le dopage va permettre de rétablir, ou de corriger certaines choses qui ont pu se développer sur un cheval. Par exemple, un cheval qui va commencer à développer des douleurs orthopédiques ne va pas être aussi performant parce que la douleur va l'empêcher de fonctionner aussi bien qu'auparavant. Donc le dopage va probablement plus à rétablir ses capacités physiques, mais ne va pas lui permettre de sauter plus haut ou de lever un peu plus les genoux ou de piaffer d'une meilleure façon. S'il n'a pas la capacité, on ne pourra pas la lui apporter en le dopant. Ce qu'on va pouvoir faire en le dopant, c'est, diminuer la douleur qu'il ressent parce qu'évidemment tout athlète va développer des lésions, hein, c'est aussi bien chez l'humain que chez le cheval. Le sport est traumatique. Il va induire une certaine adaptation, puis on pourra peut-être en parler plus tard, mais au-delà d'une certaine limite, l'adaptation ne va pas être suffisante et puis on va avoir des douleurs qui vont provoquer une restriction de mouvement. Donc cette restriction de mouvement, on peut la contrer en donnant des substances qui vont diminuer la douleur tout simplement. Et puis les disciplines qui font plus appel aux qualités physiologiques du cheval, vont être plus, soumises à un dopage qui va modifier les caractéristiques physiologiques. Donc aller vraiment au-delà des capacités du cheval. Donc on parle par exemple dans les courses de substances qui vont avoir un effet sur le cœur, qui vont permettre une contraction cardiaque plus forte, qui vont permettre d'augmenter l'oxygénation du sang également au-delà des capacités normales, des globules rouges et hem et également de la capacité cardiaque. Donc on va pousser le cheval un peu au-dessus de ses limites. En endurance, de la même façon, on va pouvoir éventuellement utiliser des substances qui vont faire diminuer la fréquence cardiaque pour rentrer sur le vête plus rapidement. Mais il faut songer qu'en diminuant la fréquence cardiaque, on diminue aussi le débit sanguin. Donc on diminue le flux sanguin dans les muscles, les tendons,
le cerveau, le cœur, les poumons, etc. Donc, on diminue en fait la récupération du cheval suite à son effort. Et là, on va aussi augmenter ses limites physiologiques au-delà de ce que son organisme est capable de prendre. Donc là, je dirais que le dopage dans une discipline technique, c'est plus un dopage qui va rétablir les capacités du cheval, et dans les disciplines plutôt physiologiques, qui va le pousser au-delà de ses capacités. Et c'est pour ça que ce type de dopage est probablement beaucoup plus dangereux, parce qu'on va essayer de pousser le cheval au-delà de ce que son corps est capable de faire, d'où parfois des accidents assez catastrophiques. Donc on va parler en effet de substances qui vont diminuer la fréquence cardiaque pour rentrer plus rapidement au vet. On peut parler aussi de substances qui vont augmenter la capacité de l'organisme à euh, extraire de l'oxygène de l'air qu'il respire, de façon à augmenter la capacité des muscles à fonctionner. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est anti-inflammatoire, puisque ce que la plupart des gens qui veulent doper leur cheval essaient d'obtenir, c'est une incapacité en quelque sorte à sentir la douleur. Et là, je pense qu'on rentre dans les limites extrêmement dangereuses du dopage, parce que la douleur, c'est un mécanisme de protection de l'organisme. L'organisme ressent la douleur parce que, et c'est la définition de la douleur au niveau international et humain, la douleur, c'est un signal qui permet à l'organisme de détecter une condition qui va potentiellement provoquer une lésion tissulaire. Donc le but, c'est vraiment d'éviter une dégradation de l'organisme. En l'annulant ou en diminuant sa sensibilité, on va exposer l'organisme à des lésions qui peuvent être irréversibles. Ok. Du coup, quels seraient les risques pour la santé du cheval à court et long terme qu'on lui administre des produits dopants, que ce soit pour diminuer sa douleur ou pour que son métabolisme cardiovasculaire fonctionne mieux? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Alors le plus évident, en ce qui concerne la manipulation de la sensation de douleur, c'est l'abolition de ce mécanisme de protection qui pourrait aboutir à des lésions vraiment sévères. On parle de fractures. Il faut savoir que c'est chez les chevaux de course, et depuis très longtemps, les autopsies sont obligatoires sur certains champs de course aux États-Unis et ont permis de découvrir toute une série de lésions microscopiques dont on n'avait absolument pas idée, qui ont mis en évidence le fait que la plupart des fractures sont des fractures pathologiques. Ce ne sont pas des fractures qui ont lieu parce qu'il y a un accident le jour de la course, mais ce sont des fractures qui sont déjà présentes. Elles sont incomplètes, mais elles sont en quelque sorte silencieuses, et elles n'attendent juste qu'une pression supplémentaire pour se finaliser. Donc évidemment, des chevaux qui sont déjà à la limite de fracturer, avec un remodelage osseux qui est anormalement réalisé lors de l'exercice, va pouvoir finir en fracture complète et parfois catastrophique. Dans ces cas-là, il n'y aurait pas de boiterie du cheval qui nous donnerait un petit indice que potentiellement on est à la limite de cette fracture? Alors évidemment, la plupart du temps, on a une boiterie. C'est pour ça que les gens utilisent des anti-inflammatoires. D'accord. On peut avoir cependant des boiteries qui sont très subtiles et qui ne sont évidentes que dans certaines circonstances. Je pense qu'on a sélectionné les chevaux d'endurance pour être relativement résistants à la douleur. Un cheval qui exprime de façon extrême sa douleur ne sera jamais capable de bien fonctionner en endurance, parce qu'il est évident qu'à un moment donné, il va avoir mal. C'est comme un athlète de haut niveau. Forcément, un marathonien va avoir mal. Je ne sais pas si vous avez déjà couru. C'est pas toujours une partie de plaisir malgré les endorphines. Donc, un animal qui va exprimer sa douleur de façon excessive ne pourra jamais être performant dans cette discipline. Donc, ce sont des chevaux qui déjà expriment de façon, dans l'ensemble, le cheval est une espèce qui exprime peu sa douleur. Et on l'explique, alors est-ce que c'est réel ou un petit peu exagéré, on l'explique par le fait que c'est une proie. Un animal qui est une proie dans la nature, qui va montrer sa douleur, va en quelque sorte donner une information extrêmement intéressante à son prédateur. Le prédateur va choisir l'animal le plus faible. Donc, celui qui boite, celui qui n'a pas l'air en bon état, forcément va devenir la cible du prédateur. Donc, on explique de cette façon le fait que la plupart des herbivores, et le cheval en particulier, n'expriment pas sa douleur autant que, par exemple, un carnivore. Vous avez un chien qui boite, vous lui pliez la patte, il va se mettre à hurler.
Un cheval qui boite, en règle générale, il va faire quelques foulées, mais ça va être relativement discret. J'ai personnellement vu des chevaux qui avaient des fractures de stress, qui n'étaient boiteux que dans certaines circonstances, en particulier à froid après un effort intense. Donc il est évident que sur un trotting, elles sont pas forcément détectables. On peut parfois les voir de façon plus évidente sur un cercle, mais certains vont vraiment, se manifester dans des circonstances très particulières et sont potentiellement, capables de se prolonger jusqu'à une fracture après. Pour vous donner un exemple, je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais un cheval qui appartenait à un client qui boitait régulièrement d'un antérieur, puis de l'autre. Donc en général, on se dit, lorsque ce sont les 2 antérieurs, bon, ça ne peut pas être une fracture, un problème de pied, un peu d'inflammation du boulet, et cetera. On a dû le voir 5 fois. À chaque fois qu'il prenait rendez-vous, il ne boitait pas. Et l'entraîneur me disait à chaque fois, il boite, mais après l'entraînement et de façon très fugace. Et puis, on a fini par lui dire, le jour où votre cheval boite, vous le mettez dans le camion, vous l'emmenez, vous nous appelez. Reprenez pas rendez-vous parce qu'on n'arrivera jamais à le voir. Et enfin, on a réussi à l'examiner. Le cheval ne boitait pas en ligne droite, mais boitait sur le cercle. On a anesthésié les membres pour voir d'où venait la douleur. Et il a bloqué, donc il a répondu à l'anesthésie du boulet à gauche. Puis il s'est mis à boiter à droite. Donc on a anesthésié à nouveau et on a localisé la douleur à droite. On a réalisé des radios, il n'y avait rien d'évident à la radio. On a infiltré les 2 boulets et on lui a dit: «Attendez que l'infiltration fasse effet, on a l'inflammation osseuse, qui est probablement due à un exercice qui est trop intense par rapport à ses capacités de récupération». Le cavalier a attendu, 2 semaines, a repris le cheval doucement, l'a mis en course. Sur sa première course, il a fracturé ses 2 boulets. Oh là là! Aïe! D'où, le danger de l'infiltration. Donc en effet, on a dans notre arsenal thérapeutique en tant que vétérinaire, des substances diverses et variées. On peut donner des anti-inflammatoires par voie générale, personnellement je le fais jamais, ou on peut utiliser des infiltrations pour diminuer la douleur, à certaines localisations. Les infiltrations ne sont pas mauvaises en tant que telles, parce qu'elles permettent de diminuer l'inflammation pour diminuer les effets néfastes de l'inflammation. Une inflammation qui perdure dans une articulation va finir par provoquer de l'arthrose. Donc le fait d'infiltrer n'est pas une mauvaise chose. On essaie de ne jamais infiltrer pour diminuer la douleur et continuer l'exercice immédiatement, parce qu'évidemment, c'est se mettre la tête dans le sable, cacher le problème et utiliser l'effet analgésique de l'infiltration pour continuer à l'exercice. Mais là, dans ce cas-là, on avait vraiment pris toutes les précautions nécessaires, les radiographies étaient négatives, le cheval boitait depuis longtemps, de façon intermittente, légère, et il a fini par fracturer parce que cette diminution de la douleur osseuse profonde a été suffisamment importante et longue pour permettre au cheval de retourner à l'exercice et de finir par fracturer ses 2 boulets. Hem, c'est un exemple qui m'a beaucoup marquée, hem et qui devrait faire réfléchir plusieurs personnes quant à l'utilité et au danger des infiltrations, articulaires. Qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que cette expérience vous a appris? Est-ce que ça vous a fait changer votre manière de travailler suite à ce cas-là? Oui, j'ai, essayé d'être plus, stricte, dans l'éducation de mes clients, en essayant de leur faire comprendre justement à quel point, toute médication pouvait être dangereuse et puis surtout à quel point ces chevaux étaient durs à la douleur. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un cheval qui a, 2 fractures en cours de, de formation pourrait répondre aussi bien et aussi longtemps à une infiltration. Normalement, l'infiltration a un effet analgésique qui est relativement fugace et qui n'est pas profond. La diffusion, l'anti-inflammatoire va être à travers le cartilage qui lui-même n'a pas de terminaison nerveuse, donc il n'y a pas de douleur due à une lésion cartilagineuse, et dans la partie la plus superficielle de l'os sous-chondral, c'est-à-dire l'os qui est juste sous le cartilage. Mais elle ne devrait pas diffuser plus que ça. Donc logiquement, on ne devrait pas pouvoir masquer une fracture par une infiltration. Donc peut-être que la fracture n'était pas réellement encore formée, mais en tout cas, le remodelage osseux était tel que l'os était prêt à fracturer de façon bilatérale. Et cette petite analgésie, je crois que c'est 3 semaines avant la course, a été suffisante pour pousser le cheval au-delà de ses limites. Donc je pense que ce qui a changé dans ma pratique, c'est que j'essaie de faire comprendre aux clients à quel point leurs chevaux sont durs à la douleur, à quel point la moindre douleur est un signal qui est très important à prendre en compte.
C'est-à-dire que voir le cheval un peu irrégulier, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas juste, oh, un petit problème musculaire, c'est pas juste, c'est pas grave, ça ira mieux. C'est que parfois, ce tout petit signe de douleur peut être doit être justement une alerte vis-à-vis de quelque chose qui peut être extrêmement grave, mais que le cheval ne va pas exprimer. D'autant plus qu'il est bilatéral, c'est-à-dire qu'un cheval qui boite d'un membre va être très évident en ligne droite, mais s'il a mal des deux côtés, Ouais. il va avoir une allure plus rétrécie, il va moins bien galoper, il va peut-être aller moins vite, mais en ligne droite, la vision va pas être si évidente. Donc j'essaie, moi, d'expliquer aux clients, si vous avez la possibilité, regardez vos chevaux sur le cercle. Parce qu'un cheval qui va boiter des deux antérieurs va être plus évidemment boiteux sur le cercle. Parce qu'on va mettre plus de pression sur un membre que sur l'autre qu'en ligne droite. Donc déjà, c'est un examen, je trouve, qui devrait être fait. On a tendance à regarder les chevaux uniquement en ligne droite en endurance parce que c'est la façon dont on les juge pendant les compétitions, mais le cercle est vraiment aussi très, très utile. Et puis les flexions. Les flexions sont difficiles à interpréter parce qu'il est vrai qu'une flexion trop forte et trop prolongée peut faire boiter à peu près tout cheval. Mais un cheval qui, normalement, est négatif à la flexion et qui devient positif à la flexion, c'est quelque chose d'anormal. Donc, bien connaître son cheval et puis faire tous ces petits exercices d'examen en ligne droite sur le cercle et les flexions permet aussi d'être un peu plus sensible à l'évolution d'une douleur. Et ensuite, les infiltrations, il est évident que les infiltrations doivent être faites le moins souvent possible, plus sur des chevaux qui sont mis au repos, mais vraiment au repos, pas juste 2 ou 3 semaines, mais sur une longue période de temps. Et je dirais maintenant, si j'en avais la possibilité, mais c'est toujours très difficile, je pousserais les gens à faire de l'imagerie plus avancée comme de l'IRM, un CT ou la technique qui est maintenant vraiment extraordinairement sensible pour la détection de toutes ces lésions préexistantes sur les chevaux de course, qui s'appelle le PET scan, mais pour l'instant qui n'est pas disponible en Bon, France. d'accord. Oui, pour les humains, on en a assez facilement, mais j'imagine que mettre en place ces examens-là, pour les chevaux, c'est un sacré coût et une sacrée organisation aussi, parce qu'il faut en trouver déjà. Tout à fait. Mais je pense que en fait, le cavalier classique a ses yeux et sa sensibilité. Ouais. Normalement, il connaît son cheval. Si le cheval se met à refuser de galoper sur un pied, s'il a plus de difficultés sur le terrain dur que d'habitude, si son boulet est un petit peu plus chaud après le travail, s'il est positif à la flexion, tout ça, ce sont des petits signes qui évidemment ne veulent pas le dire que le cheval est en train de préparer une fracture, mais il y a quelque chose qui se passe. Et puis je pense qu'il faut être extrêmement sensible à ces signes de douleur parce que, comme on l'a dit, les chevaux ne sont pas très expressifs et la moindre expression de la douleur doit vraiment se faire réfléchir, parce que justement il est tellement frustre dans son expression que la moindre expression est vraiment significative. OK. Pour revenir, du coup, au risque du dopage, sur les autres produits, du coup, ceux qui stimulent, Dans les autres produits, c'est plus subtil et puis tout dépend un petit peu des substances. Il est évident que, par exemple, une substance anxiolytique sur un cheval qui est extrêmement nerveux va pouvoir probablement lui permettre de fonctionner, d'une façon qui est plus adaptée à la discipline, sans mettre en jeu son intégrité. Donc il y a des substances qui vont améliorer la performance, mais sans forcément nuire au cheval. Les substances qui vont diminuer la fréquence cardiaque, par contre, on a très peu de recul sur leur utilisation parce qu'on sait qu'elles sont utilisées. On a beaucoup de mal à les détecter parce que leur présence dans l'organisme est extrêmement fugace. On peut se poser la question parfois quand on voit des temps de récupération extrêmement courts avec des vitesses élevées et que subitement à la dernière boucle, le cheval fait la même vitesse mais met 18 minutes à passer le hêtre. Je pense que leur efficacité étant fugace, elles ont probablement peu d'effets secondaires sur l'organisme du cheval. On peut imaginer qu'une substance qui diminue la fréquence cardiaque de façon artificielle sur une période prolongée va évidemment diminuer la récupération du cheval. Si la fréquence cardiaque augmente, c'est parce qu'on a un besoin de flux sanguin supérieur à la normale. Donc c'est une adaptation physiologique de l'organisme à l'exercice. Le fait de la faire diminuer de façon artificielle, comme je disais, va diminuer le flux sanguin, va diminuer la récupération des déchets, du métabolisme musculaire, la circulation de l'oxygène, du glucose, de toutes les substances qui sont nécessaires à l'exercice. À partir du moment où cet effet est relativement bref, il est probable que la plupart des chevaux sont capables de récupérer. C'est-à-dire que si ça ne dure que quelques minutes dans les 40 minutes qui suivent, l'organisme est probablement capable de récupérer, de remonter sa fréquence cardiaque
et de réaliser ce nettoyage de l'organisme suffisamment et de repartir sur la piste avec une fréquence cardiaque adaptée à son niveau d'exercice. Mais si on imaginait des substances qui avaient des durées d'action plus importantes ou une action cumulative, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des administrations, l'efficacité est meilleure et l'effet est prolongé, à ce moment-là, on pourrait probablement avoir une modification du métabolisme et une diminution de l'efficacité de l'appareil cardiovasculaire et donc potentiellement des problèmes de myosite. Et on n'y pense pas toujours, mais l'oxygénation tissulaire est vraiment nécessaire au fonctionnement aérobique. Et si ce fonctionnement est altéré, on peut avoir aussi des lésions musculo-squelettiques, c'est-à-dire que toute structure physique qui n'est pas correctement irriguée va potentiellement développer des lésions plus facilement. Donc on pourrait potentiellement induire une myosite, induire une tendinite ou autre lésion par la diminution du flux sanguin qui pourrait être apporté par ces substances. Je pense qu'à l'heure actuelle, leur efficacité est très fugace et donc probablement qu'elles n'ont pas un effet délétère significatif sur l'organisme lorsqu'elles sont utilisées en compétition. Ok. Je fais une petite pause dans cette interview pour vous parler du partenaire de cet épisode. Equitrade Immobilier, c'est une agence spécialisée dans les propriétés équestres partout en France. À sa tête, Victoire Talamona, cavalière, éleveuse et forte de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, vous accompagne dans vos projets, que ce soit pour vendre ou trouver le lieu idéal pour vos projets équestres. De l'estimation à la signature, elle met son expertise à votre service avec passion et engagement. Equitrade, c'est l'immobilier équestre pensé par et pour les passionnés. J'aurais aimé discuter avec vous de la limite entre l'optimisation médicale et le dopage, puisque, comme vous dites, là, par exemple, on peut faire une infiltration à un cheval pour diminuer sa douleur et améliorer son confort pendant la compétition. Mais parfois, ça peut être difficile de savoir à quel moment est-ce que je veux améliorer le confort de mon cheval et là, on rentre dans un processus de dopage. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut réussir à trouver cette limite? Ouais, l'équilibre est très délicat et il est variable en fonction des disciplines et en fonction des sensibilités de chacun. C'est évident que pour certains, l'infiltration est un non absolu. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils utilisent régulièrement. Quand j'ai commencé, on appelait ça le changement d'huile et donc les gens avaient tendance à infiltrer les chevaux de façon régulière sans se poser la question du pourquoi, du quoi, du comment et du quand. Donc c'est vraiment difficile à déterminer. Je dirais que le traitement doit avoir pour but, le but du traitement doit être uniquement thérapeutique. Le but n'est pas d'améliorer le confort du cheval en vue d'aller en compétition. Le but est de stopper un phénomène physiologique excessif, anormal, pour stopper l'effet de dégradation dû à l'inflammation. Donc pour moi, l'utilisation par exemple de l'infiltration, elle n'est explicable et justifiable que si d'abord on a un diagnostic, on sait ce qu'on traite, on est en train de traiter par exemple une inflammation articulaire, on est en train de diminuer les effets délétères d'un début d'arthrose, on est de la même façon, on peut utiliser des substances anti-inflammatoires autour des tendons, autour des ligaments lorsqu'on a une atteinte qui est légère ou même sévère. On sait que les lésions tendineuses, et c'est assez drôle parce que lorsque j'ai commencé mes études vétérinaires, on disait que les tendinites, il ne fallait jamais les évaluer à chaud les premiers jours après leur apparition parce l'évaluation initiale allait être, n'allait pas montrer l'amplitude de la lésion. En fait, ce qui se passe, c'est que la lésion a lieu et l'inflammation va continuer à dégrader les fibres tendineuses. D'où l'intérêt des anti-inflammatoires. Donc les anti-inflammatoires, les infiltrations, elles ont leur utilité, mais à partir du moment où le but est de diminuer l'inflammation néfaste lors d'un processus qui est hors de contrôle. Et puis je pense que ça a été assez bien démontré et personnellement, je l'ai vraiment vécu en face des lésions tendineuses chez les chevaux de course ou chez les chevaux d'endurance, ou les lésions de suspenseurs chez les chevaux d'endurance, où j'ai vu des lésions de suspenseurs qui non traitées s'aggravaient avec le temps, avec des résorptions osseuses monstrueuses, avec des remodelages qui faisaient que les chevaux étaient absolument incapables de reprendre l'exercice, alors que si on les traitait de façon très agressive
lors de leur apparition, on arrivait à stopper le phénomène inflammatoire et le remodelage et donc les lésions à long terme. Maintenant, il faut vraiment l'envisager comme un traitement d'un processus inflammatoire et pas comme une amélioration du confort en vue d'aller en compétition. Donc, premièrement, un diagnostic. Deuxièmement, un arrêt du cheval ou en tout cas un contrôle de l'exercice vraiment très strict parce que si on y pense, si on utilise des anti-inflammatoires, c'est pour stopper un phénomène inflammatoire. Le phénomène inflammatoire, il va être relancé par l'exercice. Donc, aller mettre des anti-inflammatoires pour reprendre l'exercice, c'est vraiment se mettre la tête dans le sable en se disant, bon, il y a quelque chose qui se passe, mais je vais essayer de le contrôler avec des drogues, puis en même temps, je vais continuer à faire du sport parce que je ne veux pas m'arrêter. Donc, c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché en me disant, mais tu arrêtes beaucoup les chevaux. Oui, mais un cheval qui a un problème doit avoir le temps de cicatriser ce qui est en train de se passer. Donc, l'anti-inflammatoire, l'infiltration a son intérêt, mais à condition que par derrière, il y ait une réhabilitation, en fait. Et puis, c'est quelque chose qui serait bon que les gens comprennent, c'est que le corps du cheval est en permanence en train de cicatriser les lésions que l'exercice ont induites. Lorsqu'on fait du sport, on induit des lésions. Le but du sport, c'est aussi d'induire des lésions parce que lorsque le corps va cicatriser, il va cicatriser de façon à être plus résistant. C'est un phénomène qui est physiologique jusqu'à un certain stade et puis parfois on dépasse ce stade et le corps n'est plus capable de cicatriser correctement. Si on regarde le canon, par exemple, d'un poulain qui vient naître, le cortex, donc l'épaisseur de l'os qui crée en fait ce canon, cette espèce de cylindre, est la même partout, en avant, en arrière, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Au fur et à mesure que le poulain galope dans ses pâtures, le canon va commencer à s'épaissir en avant et sur les côtés, et puis il va s'affiner à l'arrière. Pourquoi ? Parce que les forces sont essentiellement à l'avant et sur les côtés. Donc l'organisme va progressivement remettre de l'os, épaissir l'ensemble, faire des petites colonnes d'os qui vont permettre de s'adapter à l'effort. Puis c'est ce qu'on veut également sur un cheval de sport. Et puis on l'a bien montré aussi, ça a été extrêmement bien démontré chez les chevaux de course, plus que sur les chevaux d'endurance, parce qu'il nous manque vraiment beaucoup de recherches sur les chevaux d'endurance. C'est que l'exercice va permettre d'adapter le corps à ce qu'on lui demande. Donc plus on va entraîner le cheval, plus il va s'adapter aux forces et l'entraînement va vraiment être très spécifique. C'est-à-dire qu'un cheval, par exemple, qui galope, qui fait un galop comme un canter, va avoir un remodelage osseux typique du canter. Un cheval qui va faire des bouts vides, donc des petites séances d'accélération intense, va avoir un remodelage osseux complètement différent. Donc vraiment, la longueur, l'intensité, le type de terrain sur lequel on fait l'exercice vont induire ces adaptations. C'est pour ça qu'il est vraiment important que l'adaptation soit ciblée sur la discipline. On n'a pas besoin de faire un travail de cheval de course pour un cheval d'endurance, parce qu'on ne veut pas qu'il adapte son corps pour un effort qu'on ne va pas lui demander en compétition. Et puis, il faut que cet effort il soit progressif pour permettre à l'organisme de s'adapter correctement et de ne pas être dépassé par cette adaptation. De la même façon, ça a été très très bien montré chez le cheval de course. Lorsque l'intensité de l'exercice puis la répétition des efforts est trop importante, le corps n'arrive plus à remodeler correctement et puis va faire un os qui est soit trop dur, trop rigide, qui n'aura plus l'élasticité nécessaire pour supporter les efforts, qui va finir par fracturer, ou alors au contraire, il aura même plus le temps de déposer l'os puis il va se mettre à résorber, s'affiner jusqu'à ce qu'il aille à la fracture. Puis c'est la même chose pour tout ce qui est musculaire. Chez le cheval d'endurance, il y a eu beaucoup de travail sur l'adaptation à l'exercice du point de vue enzymatique, avec des biopsies musculaires qui ont mis en évidence une augmentation vraiment extraordinaire de la perfusion musculaire, donc le nombre de vaisseaux, la surface, le volume des vaisseaux par gramme de muscle est augmenté de façon incroyable chez un cheval d'endurance qui a été adapté à son exercice. Et puis également, les enzymes qui sont présentes au niveau du muscle vont augmenter en concentration avec l'exercice, de façon évidemment à s'adapter à ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi doit être présent dans l'esprit du cavalier, c'est que tout ce qu'il va faire à l'entraînement, le moindre entraînement va avoir un effet sur le corps de son cheval. Et on peut en venir à ça, à l'idée que tout ce qu'il va faire depuis que le cheval est jeune va avoir un effet sur sa carrière. Plus on va l'adapter, plus il va être performant sans se créer de lésions.
plus on va lui demander des efforts en compétition qui n'a rien à voir avec l'effort qu'on lui demande à l'exercice, et plus on risque d'induire des lésions. Plus on va aussi diminuer sa durée de vie. On parle de carrière à court, à moyen et à long terme. Alors le parallèle est peut-être pas très très délicat, mais je pense qu'on peut penser, on peut comparer un cheval à une voiture. On fera pas 600 000 kilomètres avec une voiture. Un cheval ne fera pas 150-160 kilomètres dans sa carrière. On a un certain potentiel qu'on va utiliser de façon plus ou moins judicieuse. La voiture, si on l'entretient bien, elle va aller plus loin. Elle va avoir moins de soucis. Le cheval, c'est la même chose. Si on arrive à faire en sorte que toutes ces circonstances soient adaptées à son exercice, l'alimentation, l'entraînement, la ferrure, les temps de repos, plus on va lui permettre de récupérer entre son entraînement, ses compétitions, plus il va s'adapter, moins il va se créer de lésions, plus il va être capable d'aller loin, plus il va être capable d'être performant dans la durée et répéter ses performances. Le plus on va demander un effort n'est pas, qu'il n'est pas capable de donner parce que les circonstances dans lesquelles on l'a mis ne lui permettent pas de le donner, plus on va entamer son potentiel. Et ça, c'est, quelque chose qui, a lieu à tous les niveaux. C'est-à-dire que le petit cheval d'endurance qui fait ça à 40 ou ça à 60 le week-end, mais qui est pas monté de la semaine, qui est obèse, qui va pieds nus parce que c'est plus naturel, c'est mieux. Bah, ce cheval-là, on va entamer son potentiel bien plus qu'un cheval d'endurance qui est très entraîné, qui est parfaitement ferré, qui est parfaitement nourri, et qui va arriver au top de sa forme sur sa compétition et pour lequel on va demander un effort qui finalement n'est pas grand-chose par rapport à l'état de son organisme au moment où on le lui demande. On peut créer des lésions très sévères sur un cheval en lui demandant peu de choses si l'exercice auquel on le soumet n'a rien à voir avec ce pourquoi il a été préparé. Juste pour revenir rapidement, sur la limite entre l'optimisation médicale et le dopage, je sais qu'il y a certains entraîneurs ou cavaliers qui vont utiliser, par exemple, des injections de Tildren en prévention, en préparation des courses. Est-ce que pour vous, ça aussi, c'est une limite, qui pourrait être considérée comme du dopage? Tout à fait. Pour moi, c'est du dopage absolu. Le Tildren, c'est un biphosphonate. Il est utilisé, en humaine pour diminuer la résorption osseuse, lors de phénomènes, hem, soit néoplasiques, donc des tumeurs osseuses, soit, lors de la ménopause, lorsqu'on a une perte de densité osseuse due à une modification du métabolisme osseux. Mais c'est un autre type de biphosphonate que le Tildren. Il semblerait que le Tildren n'ait pas cet effet. Et de plus, il est utilisé en préparation des courses pour son effet analgésique pur. C'est un analgésique osseux très puissant. C'est pour ça aussi qu'il est utilisé lors des syndromes néoplasiques chez l'homme, parce qu'il apporte un confort que les anti-inflammatoires ne sont pas toujours capables d'apporter lors de douleurs d'origine osseuse. C'est aussi la raison pour laquelle il est banni dans la plupart des juridictions chez les chevaux de course. Alors autant certains chevaux de course ont le droit de courir sous furosémide pour éviter les hémorragies pulmonaires à l'exercice, voire sous anti-inflammatoires à faible dose, autant le Tildren est absolument interdit parce qu'il a été vraiment démontré que l'analgésie osseuse était tellement puissante qu'il pouvait masquer justement des signes de fracture, de stress en cours de formation. Donc l'utilisation du Tildren avant une course en prévention, c'est vraiment en prévention de la douleur osseuse qui est de cette façon un signal d'alerte qu'on va éteindre de façon artificielle pour justement éviter que le cheval ne boite. Donc il se justifie absolument pas d'un point de vue thérapeutique. D'accord. Il n'a pas d'effet en thérapie pardon, on divise les substances et certaines vont avoir un double effet entre disease modifying et symptom modifying. C'est-à-dire soit on va modifier, la pathologie qui est en cours, donc on va essayer de la stopper, on va essayer d'altérer les effets néfastes du mécanisme qui est en cours, soit on va avoir un effet sur les symptômes. Et là, le Tildren, il n'a un effet, en tout cas prouvé, que sur les symptômes. Donc on cache les symptômes, mais on n'améliore pas, le remodelage osseux. Au contraire, on peut aussi penser, même si probablement que notre Tildren n'a pas cet effet, en fait d'inhibition des ostéoclastes. Les petits ostéoclastes, en fait, c'est des cellules qui vont ronger l'os pour laisser la place aux ostéoblastes qui, eux, vont remettre de l'os.
Faut savoir que tous les 4-5 mois à peu près, c'est variable suivant l'animal et suivant, hem, son âge, le los s'est complètement remodelé pour s'adapter à l'exercice. Donc il va y avoir des petites lésions dues à l'exercice. Les ostéoclastes vont venir retirer l'os endommagé, puis les ostéoblastes vont venir remettre de l'os qui va être plus adapté à l'exercice. Normalement, les biphosphonates, mais ceux qui sont d'une famille un petit peu plus avancée que le Tildren, sont là pour stopper l'activité excessive des ostéoclastes, pour qu'ils arrêtent de ronger l'os, pour qu'ils arrêtent de diminuer la densité osseuse. Donc si on avait vraiment un objectif de diminuer l'effet néfaste de l'activité des ostéoclastes, d'abord on n'utiliserait pas cette classe-là. Et puis quand on y songe, l'utilité des ostéoclastes, elle est vraiment majeure dans un processus d'adaptation à l'exercice. Si les ostéoclastes ne peuvent pas retirer l'os qui a été endommagé, les ostéoblastes ne peuvent pas venir refaire de l'os solide. Donc il faut absolument pas stopper ce mécanisme de régulation de l'os, à moins d'avoir vraiment une pathologie importante comme une ostéoporose. Et on n'a pas d'ostéoporose chez le cheval de sport. Au contraire, on a tendance à avoir trop de densité osseuse parce qu'on a de l'os qui s'accumule suite au traumatisme. Donc l'utilisation du Tildren n'est absolument pas justifiée ou justifiable en préparation d'une compétition. D'accord. Aujourd'hui, quand il y a une compétition FEI, il y a un prélèvement, antidopage, donc sanguin et si possible urinaire. J'imagine qu'il y a un nombre incalculable presque de molécules qui sont testées. Est-ce que, à votre sens, ces contrôles antidopage sont suffisants pour garantir, le bien-être du cheval et que justement on n'ait pas, une surutilisation de certains, produits? Malheureusement, les prélèvements antidopage ne sont pas systématiques. Les tests antidopage se font sur certaines courses, mais pas sur toutes les Ah OK. courses. Et sur un nombre de chevaux qui est limité, parce que le coût, en effet, de ces tests est vraiment très important, de par l'ensemble des manipulations techniques qui sont nécessaires pour détecter toutes ces molécules. Donc elles sont utilisées de façon aléatoire, évidemment toujours sur les grands championnats, parce que les enjeux sont plus importants, mais aussi de façon aléatoire sur tout type de courses, et des petites courses, des grosses courses dans différents pays, de façon justement à avoir un effet dissuasif chez les gens. Puisqu'on ne sait pas quand les contrôles antidopage vont être faits, mais on évite de donner quelque chose au cas où le préleveur arriverait en cours de course. Évidemment, ils sont pas suffisants. Malheureusement, c'est vraiment une question de coût. Il est absolument impossible de penser pouvoir prélever toutes les courses et l'ensemble des chevaux sur les courses. Les prélèvements antidopage sont beaucoup plus fréquents chez les chevaux de course parce qu'il y a un enjeu financier important. Les chevaux de course vont gagner de l'argent, les gens parient sur les chevaux de course, donc il faut que le pari mutuel s'assure que le jeu soit le plus honnête possible. Donc ils ont vraiment multiplié les tests antidopage, et puis le fait qu'il y ait justement beaucoup d'argent insufflé dans la filière de course leur permet de prélever une partie de cet argent pour pouvoir financer le programme antidopage. Malheureusement, dans les sports équestres, on n'a pas cette capacité financière et on n'est pas capable de le faire. Donc évidemment, le nombre de prélèvements est insuffisant, et il y a certainement des chevaux qui passent entre les gouttes. Mais tant qu'on n'aura pas plus de financement, on sera malheureusement un petit peu en retard. Il y a autre chose, c'est que, il y a en permanence des molécules qui sont en cours de tests par les laboratoires, et les laboratoires qui testent justement ces prélèvements antidopage n'ont pas forcément les techniques pour détecter ce qui n'est pas encore sur le marché. Donc il est certain que le programme antidopage a toujours un retard sur les laboratoires pharmaceutiques. Certaines personnes bien connectées sont probablement capables d'obtenir des molécules qui sont pas encore sur le marché, qui sont probablement pas sûres d'utilisation non plus, parce qu'elles n'ont pas été approuvées, n'ont pas été testées, mais qui pourraient éventuellement augmenter la performance sans qu'on soit capable de les détecter. Donc la FEI met à jour sa liste en permanence, et puis la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que il y a une quantité assez astronomique de produits qui est interdit, mais également toute substance qui aurait les mêmes effets, mais qui n'est pas encore dans la liste, est interdit. Mmh. Maintenant, est-ce que le laboratoire est capable de le détecter? Probablement pas. On peut aussi imaginer que les personnes qui souhaitent doper leurs chevaux jouent avec, les timings pour que les dosages, soient plus ou moins, exprimés dans un contrôle. Mais du coup, est-ce qu'il y a autant d'intérêt pour eux de le faire? Est-ce que ça, apporte quand même l'effet dopant? Alors ça dépend des molécules. Grossièrement, la plupart des molécules sont détectables au-delà de leur effet thérapeutique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne les détecte plus, ça veut dire que la quantité est infinitésimale et normalement leur effet est Mmh. plus présent.
Ce n'est pas le cas pour les anti-inflammatoires ou par exemple le Tildren. L'effet analgésique du Tildren est probablement prolongé par rapport à son temps de détection. Donc on peut doper avec du Tildren sans être positif au contrôle antidopage. Pour certains anti-inflammatoires, on va avoir une concentration de l'anti-inflammatoire au niveau des structures dans lesquelles l'inflammation a lieu. C'est-à-dire que l'inflammation va diminuer le pH localement. En quelque sorte, le tissu sera plus acide, puis l'anti-inflammatoire va se concentrer à cet endroit-là. Donc, sa concentration dans le sang sera nettement inférieure à celle à l'endroit où il agit, en fait. Mais normalement, les techniques de détection sont tellement sensibles que quelques molécules persistantes dans l'organisme pourraient éventuellement être mises en évidence. Donc, normalement, on a relativement peu de risques. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que l'effet anti-inflammatoire persiste au-delà de la présence de la molécule. C'est-à-dire que si j'infiltre un cheval, puis c'était bien connu des personnes qui faisaient infiltrer les chevaux avant de leur faire passer des visites d'achat, si j'infiltre un cheval qui a une inflammation dans un boulet, je vais diminuer mon inflammation. Puis c'est ce que j'expliquais à mes clients. Si vous avez une synovite chronique, un début d'arthrose, vous avez un niveau d'inflammation qui est à ce niveau-là. Le cheval n'est plus capable d'être performant et puis votre inflammation va créer des lésions. On va l'infiltrer, on va diminuer l'inflammation à ce niveau-là. Pas question de courir à ce moment-là, mais on va pouvoir reprendre l'exercice. Puis progressivement, avec l'exercice, le niveau d'inflammation va augmenter très doucement, lentement. Et quand le cheval sera prêt à courir et que son inflammation sera suffisamment basse, on va pouvoir courir. Quand on va courir, on va remonter un certain niveau. Puis après, on va remettre au repos et puis on va diminuer. Le principe, c'est d'essayer de jouer avec l'inflammation. On sait que l'exercice va produire de l'inflammation, mais on va essayer de la maîtriser de façon à ce qu'elle soit jamais au-dessus d'un seuil qui, un, provoque de la douleur et deux, soit excessif et accentue l'effet délétère de l'inflammation, par exemple dans l'articulation au niveau du tendon. Mais c'est également valable pour les anti-inflammatoires. C'est-à-dire que si je donne un anti-inflammatoire, je diminue mon niveau d'inflammation. Puis mon anti-inflammatoire n'est plus présent, mais mon niveau d'inflammation va augmenter doucement et moins rapidement parce que je suis descendue sous un certain seuil. Donc l'effet de mon anti-inflammatoire est encore là, mais mon anti-inflammatoire n'est plus détectable Ouais, depuis. Donc d'accord. oui, on peut doper en restant dans les limites de détection du contrôle antidopage parce qu'on a diminué le niveau d'inflammation, par exemple, dans une structure en dessous d'un certain seuil. Et ce seuil va continuer à être relativement bas jusqu'à ce qu'on arrive à la compétition. Mais là, est-ce que c'est de la gestion médico-sportive? Est-ce qu'on est dans le dopage? Pour moi, soit on arrête de faire de la compétition, on met tous les chevaux au pré et puis ils n'auront plus de soucis, soit si on fait de la compétition, on va induire des lésions. Puis il faut gérer ces lésions. Je pense que c'est aussi néfaste de se dire: «Oh, je ne vais rien donner, mon cheval, il va être totalement bio, naturel, il va aller en course comme ça». S'il a mal quelque part, s'il a de l'inflammation, il faut la gérer. Après, c'est à nous de décider. Est-ce que l'inflammation est minime? On va pouvoir la gérer, puis c'est vraiment de la gestion, mais on n'abuse pas des produits et puis on essaie après de réorganiser son entraînement de façon à diminuer cette inflammation pour qu'elle ne revienne pas. On peut envisager, parfois les gens disent: «Oh, si on infiltre une fois, après il faut continuer à infiltrer». Non. Pourquoi est-ce que cette idée dans les têtes des gens, c'est que souvent les gens infiltraient et continuaient. Évidemment, on a une inflammation, on met un coup d'anti-inflammatoire, on continue à créer des lésions, on va pas s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est diminuer l'inflammation, profiter de la diminution de l'inflammation pour trouver un entraînement qui convienne au cheval, peut-être un entraînement plus long, plus lent, ou plutôt par intervalle, ou avec des intensités plus faibles ou des intensités plus espacées dans le temps, avec un terrain un peu plus souple, avec une ferrure un peu plus adaptée. Des choses qui vont permettre de diminuer la rapidité à laquelle l'inflammation revient, tout en conservant le cheval relativement en forme. Puis on sait qu'un cheval d'endurance qui a passé plusieurs années à l'entraînement est capable de revenir en forme très rapidement, de par le développement de toutes ces petites de tous ces petits vaisseaux sanguins dans ses muscles, toute sa petite ingénierie d'enzymes qui est déjà prête, qui est là, qui est restée, même si ça fait 6 mois qu'il est au repos, elle est toujours là, il l'a acquis, il va revenir très vite à bon niveau. Donc on va pouvoir diminuer l'intensité de l'exercice parce qu'il est arrivé à un certain niveau, puis gérer cette inflammation. Je pense que là, on est vraiment dans la gestion médico-sportive et pas dans l'utilisation des substances dans un but de dopage pour diminuer les symptômes et tout de suite utiliser le cheval en utilisant cet effet masquant des produits. D'accord. Est-ce qu'à votre avis, il y a souvent des faux positifs, dans le dopage ou des personnes qui se retrouvent à être, voilà, avoir un contrôle positif sans avoir intentionnellement dopé leurs chevaux? Alors j'ai perdu ma naïveté avec les années. Au début, je pensais qu'il y avait beaucoup de faux positifs parce qu'évidemment quelqu'un
de positif va toujours vous assurer que son cheval n'a rien reçu, que c'est pas de sa faute. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que beaucoup me mentaient. Donc je reste, c'est comme une condamnation. Tant que la preuve n'a pas été apportée, il faut considérer que la personne n'est pas coupable. Mais dans la pratique, oui, il existe des contaminations, mais dans de nombreux cas, c'est probablement un petit défaut de calcul ou une prise en compte d'un métabolisme différent. C'est-à-dire que si on dit, 4 jours pour la dexaméthasone, puis que le cheval prend 5 jours et que le cavalier a mis 5 jours, ben, il va être positif et donc oui, il n'a pas voulu doper, mais il a quand même donné quelque chose. Je pense que les cas de contamination, certaines substances sont fréquemment retrouvées en contamination et puis il est toujours difficile pour un propriétaire de prouver qu'une contamination a eu lieu. On recommande aux gens qui font beaucoup de compétitions, en tout cas je le fais, de garder des échantillons de tous leurs suppléments, de toute leur nourriture, de façon à pouvoir les faire analyser en cas de contrôle antidopage. Puis c'est arrivé comme régulièrement que certaines substances passent dans l'aliment et qu'on arrive à déterminer qu'il s'agit d'une contamination. Mais quand on parle de dexaméthasone, de triamcinolone, de flunixine et Oui. autres anti-inflammatoires, on les retrouve pas dans les granulés de sang cheval. Donc non, là en général, pareil pour le Tildren, il est rare qu'un fabricant d'aliments ait par hasard une bouteille de Tildren qui s'ouvre dans son silo. Je pense que pour la plupart des cas, il ne s'agit pas de contamination. OK. Après, on peut avoir une contamination croisée. C'est très important, notamment dans les juridictions où certains produits sont autorisés, comme en Amérique du Nord, d'avoir des chevaux qui sont sous traitement, mais qui ont le droit d'aller en compétition, puis des chevaux qui vont concourir en FEI. Si on mélange les box, que les chevaux mangent dans les mêmes mangeoires, qu'ils se mettent à manger du foin sur lequel l'autre cheval a uriné, là oui, on peut avoir vraiment des contaminations croisées avec des substances qui sont des substances thérapeutiques qui se retrouvent dans l'organisme du cheval FEI par hasard parce qu'il vit avec des chevaux qui sont sous anti-inflammatoires parce que leur juridiction leur autorise à avoir une petite quantité d'anti-inflammatoires, même en période de compétition. D'accord. Donc il faudrait, faire attention de bien séparer, les chevaux qui sont malades et traités de ceux Tout qui à fait. sont Ouais, il prêts à faut pas courir. mélanger les box. Il faut, par exemple, un cheval qui est sous traitement, il faut pas qu'il aille au paddock et qu'il soit suivi dans ce paddock-là d'un cheval qui va être en compétition, bientôt. Normalement, les box en FEI sont montées, sont désinfectées, paillées et cetera. Puis je pense que ce qui est important, c'est par exemple quand on prend son cheval pour aller s'exercer, aller fermer le box avec un cadenas pour que personne ne rentre dedans n'est pas une mauvaise idée. Alors c'est pas toujours volontaire, mais quelqu'un Ouais. qui rentre, qui essaie de faire uriner son cheval, il voit un box ouvert avec de la paille, il va le rentrer dedans, il va le faire uriner. Peut-être que lui a été contaminé, peut-être que lui a reçu quelque chose. S'assurer que le box n'est utilisé par personne. Puis on le dit dans notre cours antidopage, c'est idiot, mais ne jamais uriner dans les box. Nous-mêmes, parce qu'on a parfois pris une aspirine ou autre chose et puis on peut contaminer le box du cheval et par la suite contaminer son propre cheval. Mais oui, il faut faire très attention à tout ce qui est, contenant alimentaire, hem, abreuvement et puis surtout partage des box et partage des paddocks. OK. À votre avis, à quel point le dopage peut améliorer la performance d'un cheval? Parce que j'imagine que, comme le vieux dicton dit, on peut pas faire d'un âne un cheval de course, mais à quel point c'est vrai ou justement, c'est pas vrai ce dicton? Bah, dans les disciplines très techniques, je dirais que non, hein, on en a parlé. Il faut on peut rétablir les capacités d'un cheval qui, par exemple, a subi des lésions, par des anti-inflammatoires, par des antidouleurs et autres. On peut, améliorer sa performance s'il est trop anxieux, par exemple, pour être performant avec des anxiolytiques, des substances qui sont tranquillisantes, qui vont lui permettre d'exprimer son vrai potentiel. Mais on ne peut pas en effet, lui faire des choses dont physiquement il serait pas capable. Tout ce qui est physiologique par contre, je pense qu'on peut très nettement augmenter les performances, par l'optimisation de l'efficacité cardiaque, par l'optimisation du métabolisme, musculaire, hem et en endurance par la diminution de la fréquence cardiaque. Parce qu'il s'agit vraiment d'un point crucial pour entrer dans le VET. Un cheval qui prend 2 ou 3 minutes de plus par VET, c'est pas grand-chose, mais 2-3 minutes sur 160 kilomètres, ça va être vraiment, très, très positif pour lui. Donc je pense que oui, on peut vraiment augmenter la performance. Je pense qu'un très mauvais cheval, de toute façon, ne peut pas être performant, quelles que soient les substances qui lui sont données. Mais un cheval qui est moyen ou qui a un défaut, mais qui par ailleurs a toutes les autres qualités pour être très nettement amélioré. Un cheval qui, par exemple, a un excellent métabolisme, une excellent temps de récupération, beaucoup d'énergie, de la volonté, mais qui est un petit peu fragile, les anti-inflammatoires vont permettre de masquer ces éventuelles douleurs.
Un cheval qui, au contraire, est très solide, mais a une mauvaise récupération, un petit peu de substance pour faire diminuer la fréquence cardiaque vont lui permettre de passer le VET plus rapidement, puis de gagner plusieurs minutes sur l'ensemble de la course, qui peut l'aider à gagner de nombreuses places, voire arriver. Donc, je pense que dans nos disciplines comme l'endurance ou les courses, où le côté physiologique est important, oui, on peut aller au-delà des limites du cheval et on peut améliorer les performances de façon très significative. Il faut une bonne base, mais on est capable d'aller largement au-delà des bases avec certaines substances. Et même de Après, oui. un entraîneur m'avait dit une fois, à partir du moment où tout le monde est dopé, le curseur revient à 0. de potes. Les meilleurs vont continuer à gagner. Ouais. Mais est-ce qu'on peut, quand même faire gagner un cheval sur plusieurs compétitions? Enfin, on voit des chevaux qui vont gagner vraiment de manière, régulière. Bien sûr, pas à toutes les saisons, mais qui vont, réussir plusieurs fois. Est-ce qu'on peut imaginer que ces chevaux-là, ils sont dopés? Parce que vous avez parlé de tous les, comment dire? De tous les risques, que ça peut comporter. Alors, est-ce que ce serait possible qu'un cheval répète, une performance très importante, très, impressionnante, sur plusieurs courses, voire sur plusieurs saisons? Non, je pense que ça, c'est vraiment un cheval exceptionnel. Un cheval qui est capable, peut-être il a été aidé, peut-être, on lui a donné le petit plus qui lui a permis de ne pas être 3e, mais de gagner. Mais ce cheval qui répète est un cheval qui a physiquement toutes les qualités pour faire la discipline. Parce que si on poussait vraiment au-delà de ses limites, on induirait des lésions, on aurait des conséquences, sur son physique qui le rendrait incapable de répéter au cours des années. C'est-à-dire que quand on pousse un cheval vraiment au-delà de ses limites, on altère de façon importante sa durée de vie dans la discipline. Comme on parlait de la voiture, oui, une voiture d'excellente qualité fera peut-être 400 et quelques mille kilomètres avec un bon entretien, moins bien entretenu 300, mais une mauvaise voiture, mal faite, on arrivera à la pousser jusqu'à 100-150, mais jamais avec tous les meilleurs mécaniciens du monde, elle arrivera au niveau des très bonnes. Donc c'est la même chose pour le cheval. Un très très bon cheval va être capable de répéter, puis il va être capable probablement aussi de supporter les petites erreurs ou les petits excès, le fait de le pousser un tout petit peu plus en utilisant des substances qui vont potentiellement, altérer son état physique. Il va être capable de le récupérer, alors qu'un mauvais cheval va être poussé largement au-delà de ses limites et puis les lésions que ça va induire vont l'empêcher de continuer à être performant. Donc je dirais que ça veut pas dire, c'est pas parce qu'un cheval répète d'excellentes performances qu'il n'a jamais été dopé. Mais c'est certainement un cheval exceptionnel qui continue malgré son dopage. Mmh. Ou qu'il n'a jamais été dopé, évidemment. C'est pas parce qu'un cheval est très performant pendant longtemps qu'il a été dopé, mais en tout cas, un cheval exceptionnel va être capable de supporter beaucoup d'erreurs, heu, que ce soit d'entraînement, de ferrure, d'alimentation, de gestion de course, mais aussi de dopage, qu'un cheval moyen ne sera pas capable de surmonter. D'accord. Hem, Là, ce serait une question plutôt, dans le cas de, d'amateurs et d'amatrices qui ont leurs propres chevaux et qui font de l'endurance, plus ou moins, à haut niveau, enfin, que ce soit sur des petites courses ou sur des CEI, enfin, ou des épreuves à vitesse libre. Qu'est-ce qu'il faudrait veiller pour qu'on puisse garder un cheval, longtemps en bonne santé, malgré effectivement une carrière sportive plus ou moins, remplie? Je pense que c'est très individuel et l'avantage des cavaliers amateurs comme ça, c'est qu'ils connaissent très bien leurs chevaux. Ils vivent avec leurs chevaux et l'endurance, pour ça, un excellent modèle de compagnonnage. Ils vont le nourrir eux-mêmes, ils vont faire son box, ils vont l'emmener en compétition, ils vont l'emmener à l'entraînement. Ils seront bien plus capables, qu'une personne qui a plusieurs employés, qui va sortir les chevaux les uns après les autres, de détecter quelque chose d'anormal dans son comportement. Donc je pense que la première chose, c'est d'écouter son cheval. Quand on le connaît, quand on vit avec lui et qu'on le pratique depuis plusieurs années, on connaît ses limites, on connaît son tempérament et je dirais être vraiment sensible à ces changements. Et parfois, vous allez trouver des vétérinaires qui sont un petit peu fatigués d'entendre: «Il va pas mal, mais il est pas tout à fait normal, il se passe quelque chose». C'est vrai que c'est très frustrant parce que nous, en l'absence de signes cliniques évidents, il est très difficile de trouver ce qui se passe, hein. Mais quelqu'un qui connaît son cheval va être capable de vous dire: «Ça va pas. Je l'ai monté, il a pas l'énergie, il a pas voulu changer de pied, il a ralenti dans la côte, il s'est arrêté après, 20 minutes de galop, quelque chose ne va pas». Donc je dirais la première chose, c'est vraiment d'écouter son cheval. Puis c'est ce qui va permettre de détecter une anomalie et on trouvera peut-être pas l'anomalie parce que les chevaux ne parlent pas. En l'absence de boiterie évidente, en l'absence de signes cliniques évidents, en l'absence de signes hématologiques sur les prises de sang sont très frustrantes. La plupart du temps, on n'a pas de changement vraiment significatif parce que
C'est probablement des problèmes qui sont subcliniques et qui sont assez subtils, qu'on n'arrive pas à détecter avec les méthodes classiques. Si on sent quelque chose ne va pas, que les examens ne montrent rien, ben c'est suivre son instinct. Le cheval va pas bien, on devait aller en compétition, on annule, puis on attend. On nous donne du repos, on change d'alimentation, on essaie quelque chose d'autre. Souvent, le cheval va récupérer, va bien aller. Comme nous, il y a des moments où ils vont bien, puis des moments où ils vont moins bien. Ils sont en forme, ils sont moins en forme. Ils ont des cycles, ils ont des moments où ils sont beaucoup plus performants, d'autres où c'est pas le moment de leur demander une performance, il faut juste l'écouter. Puis je pense que comme ça, on est capable de les emmener assez loin parce que notre sensation va être plus précise qu'une prise de sang et va nous permettre de détecter le moment où l'effort est sera peut-être pas bien supporté, il vaut peut-être mieux pas le demander. Puis après, c'est la gestion journalière, en effet, l'adaptation de l'alimentation à l'effort, et puis la vision au long terme du macrocycle, du microcycle. Se donner des objectifs de compétition pour l'année et puis essayer de travailler pour cet objectif. Pas partir en se disant: «Bon, on va voir ce qui va se passer. Je fais cette course, puis on verra après. Puis je vais en faire une autre, puis on verra après». Et puis, c'est se dire: «Voilà, mon objectif, c'est ça. Donc pour préparer, je vais faire cette course-là, puis je vais commencer à entraîner à ce moment-là». Puis ne pas hésiter à changer aussi, son plan. Le cheval ne va pas, il s'est pris, un clou dans le pied, il a fait un abcès de pied, il s'est mis à tousser. Finalement, ma compétition, je serai pas prête pour celle-là, je vais changer. Je vais prévoir sa course, un petit peu plus tard dans la saison. Donc avoir la flexibilité que ne permet pas toujours un emploi du temps de personnes qui travaillent à temps plein, mais qui va permettre justement d'éviter de mettre le cheval un petit peu en difficulté et d'entamer son potentiel, alors qu'on aurait pu, décaler son objectif à un moment pendant lequel il était le plus proche. Puis je pense que pour ça, il faut pas hésiter à faire appel à des professionnels et des entraîneurs qui sont très ouverts à aider justement les amateurs à faire un plan sur l'année, à prévoir ses macrocycles, ses microcycles, les entraînements, les périodes de repos, de récupération, etc. Et qui peuvent vraiment aider des amateurs avec leur propre expérience à ne pas faire ce genre d'erreur. Souvent, notre premier cheval, on fait pas mal d'erreurs parce qu'on n'est pas forcément bien guidé. Puis c'est très complexe de pouvoir gérer tout ça. Et je pense qu'il faut pas hésiter à faire appel à un professionnel qui sera souvent ravi de pouvoir aider un amateur qui se pose les bonnes questions. Ça marche. À votre avis, quel est le sujet qui devrait ressortir un peu plus sur les débats autour du bien-être du cheval athlète? Qu'est-ce qui, à votre sens, devrait être beaucoup plus important et sur lequel on devrait le plus travailler aujourd'hui pour préserver justement le bien-être de nos chevaux qui travaillent? C'est un peu vaste comme question. Voilà, complexe et totalement d'actualité. Je pense que le curseur est difficile à placer. On a d'un côté des personnes qui sont vraiment extrémistes, qui considèrent que les chevaux ne devraient pas être montés. Et je pense que ça met en péril toute la filière équestre. Ce que je dis souvent à mes propriétaires, c'est que, j'aime travailler, mais certains jours, j'aimerais ne pas travailler. Mais il faut que je travaille. Donc, il y a un certain moment où forcément on va aller, un petit peu au-delà de notre zone de confort. C'est la même chose pour un cheval athlète. On va malheureusement, pour avoir une performance, être obligé de lui demander des choses qu'il a pas forcément envie de donner. Donc je pense que le bien-être équin, c'est extrêmement important, mais il faut garder à l'idée qu'à partir du moment où il y a une notion de travail, comme pour nous, il va y avoir une sortie de zone de confort à un moment. Hem, je pense que le bien-être, c'est vraiment quelque chose de global. Il faut éviter de prendre une photo, un instant T d'un cheval qui a l'air fatigué, parce que c'est peut-être le moment où il est légèrement au-delà de sa zone de confort. 99 du temps, il est dans les conditions idéales. Pour moi, il y a plusieurs choses qui pourraient être travaillées et en particulier le transport. C'est quelque chose auquel on pense pas. On pense à la course, on pense à l'entraînement, mais on pense pas au transport. Le transport, c'est une épreuve pour un cheval. C'est vraiment, un travail musculaire qui est relativement intense et qui est surtout très prolongé. Et puis on voit beaucoup de chevaux qui, sont vraiment entamés par leur transport, avec des propriétaires qui se rendent pas compte que rester debout dans un vent, c'est un petit peu comme faire du pilates pendant des heures. Et forcément, musculairement, c'est très difficile. Un cheval qui marche 4 heures de suite, même avec un cavalier sur le dos, fait moins d'efforts qu'un cheval qui est dans un camion pendant 4 heures. Surtout si on a des ronds-points, des feux rouges, des arrêts, des accélérations, des décélérations. J'ai personnellement vu beaucoup de chevaux, hem, qui, n'étaient pas capables d'être performants parce que le transport n'avait pas été fait de façon adéquate. Et puis, j'ai eu beaucoup de questionnements et je pense qu'on parle vraiment peu de cet aspect.
par des personnes qui devaient participer à des championnats qui se disaient: «Ben voilà, moi j'ai prévu de faire la route, on est plusieurs, on va s'échanger, au volant, on va prendre des tours, puis on va continuer, pas s'arrêter pour arriver le plus vite possible pour que le cheval ait plus de jours pour récupérer». Bon, c'est que vous changez, donc vous allez alterner parce que vous pouvez pas rester assis derrière votre volant pendant 10 heures de suite, mais le cheval, il peut pas rester debout dans son camion pendant 10 heures. Donc la réflexion, souvent, elle est erronée et c'est pas du tout de la maltraitance, c'est juste, un manque de connaissance. Et pour le cheval, il vaut mieux arriver la veille de la compétition en ayant fait des petits trajets courts qui sont, qui sont limités en distance, en durée, en difficulté et avec un temps de repos entre les trajets. C'est-à-dire que je préfère que le cheval mette 4 jours à arriver sur son site de compétition, en ayant passé 4 heures par jour dans le camion et puis après en étant au paddock où il peut se rouler, marcher, un peu récupérer musculairement de tous les petits déchets qu'il a dû produire pendant son effort de pilates et plutôt qu'arriver 5 jours en avance en ayant fait 12 heures de route. Puis une des meilleures illustrations sont les championnats d je n'ai jamais vu autant de myosites que ce jour-là et j'ai vu des chevaux qui ont fait des myosites à la première boucle, qui avaient des années d'expérience parce qu'il y avait en plus de ces compétitions des épreuves normales et des chevaux qui étaient en compétition depuis très longtemps, qui avaient voyagé, qui venaient d'autres pays, d'autres continents. Ces chevaux-là ont fait des myosites pourquoi? Parce que, il faisait chaud et humide, mais aussi parce qu'ils sont passés en bateau. Ils ont dû prendre un bateau pour réussir à arriver sur le site de compétition. Donc souvent, ils ont fait des heures de route pour arriver au bon moment de leur passage de bateau. Ils ne se sont pas arrêtés aussi souvent qu'ils auraient dû. Ensuite, ils ont attendu dans les camions d'avoir leur passage sur le bateau, puis ils ont passé plusieurs heures sur le bateau. Il y a eu un nombre de myopathies sévères parce que ces chevaux-là ont eu un transport qui était complètement inadapté. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait être, travaillé, qui devrait être expliqué, aux propriétaires et puis probablement qu'on devrait réaliser des études pour essayer de déterminer quel est le meilleur temps et comment est-ce qu'on peut calculer, envisager et organiser notre transport pour que notre cheval arrive dans les meilleures conditions possibles. Parce que oui, on peut avoir un joli vent avec une belle couleur, oblique, on le met pareil le foin dans un filet, c'est le meilleur moyen de respirer de la poussière pendant des heures. C'est très, très mauvais pour leur appareil mucociliaire qui est inhibé au bout de quelques heures et qui ne va pas leur permettre d'éliminer toute la poussière, tous les allergènes qu'ils vont inspirer. Donc avoir un gros filet de foin dans un vent pendant 5 heures, ça a l'air d'être bien pour le bien-être animal. En fait, c'est totalement erroné. Je pense de ce côté-là, on a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place de mettre un filet à foin du coup, Il faudrait sortir le cheval, le faire brouter, lui mettre du foin OK. par terre, le laisser manger, puis après le remettre dans le Mais du coup qui mange pas pendant le transport? non. OK. Ou alors un repas qu'on enlève. En fait, le fait de garder la tête en l'air, leur appareil mucociliaire est fait pour avoir la tête en bas, déjà, pour commencer. Donc manger la tête en l'air, ils sont pas faits pour ça normalement. Il faut qu'ils aient la tête en bas. Ça leur permet d'éliminer beaucoup plus facilement toutes les substances, qui vont aller se coller sur leurs petites cellules, respiratoires. Et puis, pendant plusieurs heures, c'est encore plus néfaste. Puis même le cheval qui veut pas manger, il a son foin pendant tout le transport, donc c'est vraiment néfaste. OK. Vous disiez, précédemment du coup qu'il y a un entraîneur qui vous disait que comme tous les chevaux étaient dopés, du coup ça rétablissait le niveau, des chevaux. À votre avis, est-ce que tous les chevaux d'endurance, de haut niveau plutôt, sont dopés? Non, 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 c'est ce que je voulais dire. En fait, ce que l'entraîneur exprimait, c'est que si tous les chevaux étaient dopés, dans l'hypothèse où tout le monde utilisait les mêmes substances, au final, le curseur était au même niveau pour tout le monde. Donc, non, je pense pas que tous les chevaux sont dopés, loin de là. Heureusement d'ailleurs. OK. Aujourd'hui, vous êtes professeur à l'université de Montréal, vous êtes un petit peu éloigné de l'endurance. Est-ce que c'était une volonté de votre part de laisser, l'endurance un peu de côté peut-être? Pas du tout, c'était une belle opportunité. Je pense qu'après, toutes ces années de pratique privée, j'avais envie d'abord de transmettre ce que j'ai vu et ce que j'ai appris. Il arrive un stade où on se dit que toute cette expérience, devrait servir à plus qu'une personne ou quelques clients et donc je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir, justement échanger avec des étudiants sur tous ces sujets, le bien-être, le cheval athlète, le dopage, la performance sportive, l'adaptation à l'exercice pour essayer justement de partager l'information et puis d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes.
Et puis c'est aussi l'occasion de pouvoir continuer et de faire de façon un petit peu plus poussée de la recherche. Je trouve qu'il y a tellement de choses à apprendre encore sur, le cheval athlète et puis sur d'autres sujets qui me passionnent en tant que chirurgien et en tant que vétérinaire, spécialisé en chirurgie en particulier. Hem, donc c'était une vraiment belle opportunité, ça n'a rien à voir avec l'endurance. Même si mon enthousiasme pour l'endurance a diminué avec le temps en raison des accidents qui ont lieu de façon fréquente. Et de la tournure qui est certes très professionnelle, mais qui est aussi beaucoup plus, hem, intense pour les chevaux, qui correspond pas forcément à ma vision de la discipline. Et ça, je pense que beaucoup le partagent aussi. On ne peut pas changer les choses, on peut essayer d'aider un petit peu à sa manière, de façon à ce que les personnes qui veuillent écouter, puissent apprendre à gérer leur cheval au mieux, éviter les abus, mais malheureusement à l'échelle individuelle, on n'a pas d'emprise sur une discipline et son évolution, est, malheureusement, ingérable pour, un petit groupe d'individus. Donc, je suis certes pas aussi motivée par la discipline qu'avant parce que je trouve qu'elle est arrivée à des abus qui sont difficiles à maîtriser à l'heure actuelle. OK, je comprends. Quels sont vos sujets de recherche, actuels, ou prochains? Alors les sujets sont un petit peu secrets. On Ah essaie de OK. ne pas dévoiler nos sujets de recherche parce que, comme dans tous les milieux, le milieu de la recherche n'est pas forcément toujours très intègre. Donc, j'ai un sujet de recherche justement encore sur l'hyposensibilité, un autre plus axé sur la chirurgie minimalement invasive chez le dromadaire de course, OK. comme animal de sport et puis, un sujet, un petit peu annexe sur, la tentative de développement d'une technique pour, déterminer la viabilité danse intestinale lors de chirurgie de colique, donc qui n'a rien à voir. En fait, un des problèmes qui se posent lors de chirurgie de colique, c'est que, lors d'une incarcération ou d'une torsion d'une portion d'intestin, on n'est pas toujours certain que cette portion d'intestin va survivre. Et puis pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'aller faire ce qu'on appelle une résection anastomose, ça peut, heu, les pousser à prendre la décision d'euthanasier le cheval sur la table. Ou dans certains autres cas, on peut être amené à retirer un morceau d'intestin qui était en fait viable ou au contraire à le laisser en estimant qu'il est probablement viable et puis finir par perdre le cheval parce que cet intestin nécrose et l'infection se développe, au niveau intra-abdominal. Donc c'est toujours, une décision difficile à prendre en chirurgie et puis on a relativement peu de critères objectifs pour déterminer si cette portion d'intestin est viable ou pas, s'il faut la retirer ou pas. Et on perd un nombre quand même significatif de chevaux à cause de cette incapacité à prédire la viabilité de l'intestin. Donc on va essayer de tester un paramètre pour, déterminer s'il pourrait nous aider justement à déterminer si cette portion est viable ou pas et donc de prendre la décision qui est la plus adaptée au cas, qu'on a en face des yeux. OK, génial, ça doit être super intéressant. Mmh. Est-ce que vous voudriez aborder un dernier sujet avant qu'on termine ou? Mais je pense qu'il y a beaucoup de recherches, sur le cheval athlète. Il y en a pas forcément énormément sur le cheval d'endurance et j'ai l'impression qu'on aurait beaucoup à gagner, à promouvoir la recherche sur le cheval d'endurance, son adaptation à l'effort, notamment musculo-squelettique, pour essayer d'optimiser l'entraînement, mais de diminuer les lésions musculo-squelettiques et puis 2 à partager entre professionnels, amateurs, vétérinaires, toutes les informations qu'on peut avoir de façon à aider, comme vous le disiez, précédemment, les amateurs à gérer au mieux leur cheval. Je pense qu'on a peut-être intérêt à faire plus de communication et avoir plus d'interaction entre ces différents groupes de façon à améliorer justement le bien-être du cheval d'endurance, sa performance sans nuire à sa longévité et puis à orienter un petit peu les amateurs qui sont parfois perdus dans les informations qui sont disponibles, mais qui sont pas forcément, très justes sur la gestion justement de leur cheval. Puis c'est d'autant plus important que, un cavalier d'endurance va tout gérer. Il va gérer la ferrure, l'alimentation, l'entraînement, la course, le transport, la gestion de la course elle-même. Puis ce sont autant d'éléments
qu'on peut manquer, qu'on peut rater. Et puis, je pense que beaucoup de professionnels ont des informations qu'ils seraient ravis de transmettre. Et puis, certains vétérinaires auraient probablement aussi des informations qui aideraient tous ces particuliers à gérer au mieux leur cheval et à l'emmener vers la performance sans lui faire dépasser ses limites. Je pense que les stages, les forums, les congrès, les communications sont probablement une bonne voie justement pour améliorer la discipline et puis l'accès des amateurs à l'information qui, même si elle est disséminée de ci, de là, n'est pas forcément facilement disponible Tout à à l'heure fait. actuelle. Pour terminer cet entretien, j'aurais aimé, vous demander si vous pourriez me donner le nom de quelqu'un qui vous a inspiré, au cours de votre carrière ou qui vous inspire, encore en ce moment, qui pourrait peut-être un jour faire l'objet d'une prochaine interview? Oui, beaucoup de personnes, mais je pense en particulier Martha Michef. C'est une, vétérinaire américaine qui a travaillé très longtemps au Moyen-Orient, à Dubaï et qui est repartie aux États-Unis. Elle est vétérinaire FEI et elle a été, pendant très longtemps le chef de file de la clinique, sur le site de course de Dubaï. Elle a énormément participé à l'amélioration des soins des chevaux sur les courses. Et puis elle a toujours eu cette ouverture d'esprit, heu, cette empathie, cette volonté de communiquer, de comprendre et de partager l'information avec toutes les personnes avec lesquelles elle a travaillé. C'est quelqu'un d'extrêmement humain qui, a toujours œuvré pour le bien-être des chevaux, mais tout en prenant en compte les individualités, humaines et je trouve que c'est un personnage formidable qui a énormément fait, avancer la discipline et qui a énormément appris à beaucoup de propriétaires, d'entraîneurs de cavaliers, mais aussi de jeunes vétérinaires qui débutaient dans la discipline. Je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a pas assez reconnu. Elle est bien connue à la FEI, malheureusement un petit peu moins ailleurs et elle a tellement de choses à apprendre que, je pense que ce serait vraiment une excellente personne à interviewer. OK, super. Merci pour, la transmission de toutes ces connaissances et de votre expérience. C'était super intéressant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas. De rien, merci à vous. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange riche avec Dr Morgane Chambour. Pour soutenir le podcast, vous pouvez partager cet épisode dans votre entourage. Encore un grand merci à Equitrade Immobilier pour leur soutien. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast ou sur une course d'endurance.